Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je déconseille fortement aux âmes sensibles et aux enfants de regarder cette vidéo. Je vous emmène aujourd'hui dans l'ouest de Londres pour vous faire découvrir les méfaits d'un tueur en série nommé Jack the Stripper. Non, il ne s'agit pas d'une erreur. Il a bien été surnommé ainsi par rapport à Jack the Ripper, car, comme lui, il s'attaquait à des prostituées. Il les laissait nus sur les lieux de découverte, d'où le surnom de stripper. Cette série de crimes a également été nommée The Hammersmith Nude Murders. Le 17 juin 1959, à 5h10 du matin, deux policiers patrouillant dans le parc Duke's Meadows découvrent le corps d'une femme dans un buisson près de la rive nord de la Tamise. C'est un endroit où les prostituées emmènent souvent leurs clients. Ses vêtements sont déchirés, laissant apparaître sa poitrine. Ses sous-vêtements et ses chaussures ont disparu. On n'a pas trouvé non plus ses papiers d'identité. Les enquêteurs interrogent les personnes vivant aux alentours du parc, mais il n'en ressort pas grand-chose. Il y a juste le propriétaire d'un pub qui dit avoir vu des phares à minuit 5 et avoir entendu un cri de femme. Ils vont finir par identifier la victime grâce à une photographie post-mortem parue dans la presse. Il s'agit d'Elizabeth Figg. Née le 24 mars 1938, elle se prostituait pour vivre. Selon le médecin légiste, elle a été étranglée manuellement entre minuit et 2 heures du matin. Les alentours sont fouillés, mais aucun des effets personnels d'Elizabeth n'est retrouvé. La théorie est qu'elle a été assassinée par un de ses clients dans la voiture de celui-ci et qu'il s'est débarrassé du corps sur place. Aucun suspect, l'affaire en reste là. Le 8 novembre 1963, dans une décharge, des ouvriers découvrent un corps entièrement nu, à l'exception d'un bas à la jambe droite. L'endroit où le corps est découvert est proche de Duke's Meadows. La cause de la mort n'est pas déterminée car le corps de la malheureuse a été décapité par la pelle des ouvriers. Son nom était Gwyneth Rees, elle était née le 6 août 1941 et elle se prostituait. Le 2 février 1964, un corps est découvert à l'ouest de Hammersmith Bridge. La victime est nue, elle a été étranglée et plusieurs de ses dents ont été brisées. Le tueur lui a fourré ses sous-vêtements dans la bouche. Elle s'appelait Anna Telford, née le 19 août 1933 et était prostituée. Le 8 avril 1964, un corps nu est découvert au bord de la Tamise à Corneridge, non loin d'où la victime précédente a été tuée. Elle s'appelait Irene Lockwood, née le 29 septembre 1938 et, comme les autres, était prostituée. Détail cruel, elle était enceinte au moment de son décès. Le 24 avril 1964, un corps dénudé est découvert dans une ruelle à l'arrière du 199 Boston Manor. C'est sur ce corps que la police découvre les premiers indices. Il y avait dessus des taches de peinture utilisées dans les usines qui fabriquent des voitures. Cela pourrait vouloir dire que le tueur travaille dans ce domaine. La police fit le tour des garages mais sans succès. La victime, Hélène Barthélemy, née le 9 juin 1941, était, toujours elle aussi, une prostituée. C'est à partir de là que la presse fait le rapprochement entre tous ces meurtres de prostituées retrouvées nues et les crimes de Jack the Ripper. Le surnom Jack the Stripper est né. Le 14 juillet 1964, le corps de Mary Fleming est découvert au 48 Berrymead Road. Des voisins ont entendu une voiture faire demi-tour peu avant la découverte du corps. Sur elle, il y avait également des traces de peinture. Elle était nue et elle a été étranglée. Comme les autres, elle se prostituait. Le 23 octobre 1964, Frances Brun, prostituée de 22 ans, est vue pour la dernière fois par une de ses collègues qui l'a aperçue monter dans une voiture d'un client, une Ford Zephyr grise. Elle va permettre la réalisation d'un portrait robot du client en question.
Le corps nu de Frances est retrouvé le 25 novembre dans un parking. Elle a été étranglée. Elle a une particularité, c'est qu'elle avait témoigné dans un procès qui avait fait polémique à l'époque. Le procès de l'affaire Profumo. Comme je vous disais, ce procès a fait scandale car des hommes politiques, des jeunes femmes et un espion russe y étaient mêlés. Mais cela ne semble pas avoir de lien avec notre affaire. Le 16 février 1965, le corps de Bridget O'Hara est découvert près d'un hangar à côté d'un transformateur. Elle était portée disparue depuis le 11 janvier. Il y avait encore ces fameuses taches de peinture sur son corps. Apparemment, après l'avoir tuée, l'assassin a conservé son corps dans un endroit chaud. Inutile de préciser qu'elle se prostituait et qu'elle a été étranglée. Elle est officiellement la dernière victime de notre Jack. Scotland Yard va charger le surintendant John Durose de l'enquête. Pas moins de 7000 suspects sont interrogés. Des échantillons de la même peinture que celle retrouvée sur certains corps ont été retrouvés sur le fameux transformateur où on a découvert Bridget O'Hara. Le hangar où se trouve ce transfo est juste en face d'un atelier de peinture au pistolet. La peinture est bien la même que celle sur les corps et il fait chaud dans cet atelier. Ce qui expliquerait que certains corps semblaient avoir été entreposés dans un endroit chaud. La théorie de la police est que le tueur stockait les corps à cet endroit avant de s'en débarrasser. Mais malgré les interrogatoires de tous les ouvriers, rien n'en est ressorti. De plus, cette peinture était utilisée dans d'autres ateliers également. Kenneth Archibald, un gardien de parc de 57 ans, est venu de lui-même au poste de police pour avouer le meurtre d'Irene Lockwood. Mais au moment d'être jugé, il s'est rétracté et a tout nié. N'ayant rien contre lui, il a été acquitté. Le garde de sécurité écossais, Mungo Ireland, était dans le collimateur de Scotland Yard après le meurtre de Bridget O'Hara, car au moment du crime, il travaillait comme agent de sécurité dans l'atelier de peinture proche du hangar où le corps a été découvert. Il devait être jugé pour un délit de fuite après un accident, mais le matin du jugement, il est allé s'enfermer dans son garage, a démarré sa voiture et il s'est laissé asphyxier par les gaz d'échappement. Coïncidence ou pas, les meurtres ont cessé après sa mort. La police pense que c'est le meilleur suspect. Le problème, c'est que les registres de travail de Mungo prouvent qu'il était en Écosse en vacances au moment de la disparition de Bridget O'Hara. Mais la police pense qu'ils ont été falsifiés. L'affaire a été réétudiée en 2007 par Scotland Yard et leur idée reste la même. Mungo est le coupable le plus probable. Freddie Mills était un champion de boxe britannique. D'anciens gangsters ont raconté qu'il était lié au meurtre de Jack. Apparemment, sa culpabilité était de notoriété publique dans les environs où les meurtres ont été commis. Mills aurait avoué les meurtres au surintendant Durose. Mais dans son autobiographie où il parle des meurtres, Durose ne cite jamais Mills. Interrogé à ce sujet, il répond que Mills n'a jamais été suspecté. Qui croire? Quoi qu'il en soit, Mills a été retrouvé mort dans sa voiture en juillet 1965. Officiellement, il s'est suicidé. Ça commence à faire beaucoup de suicides. Plusieurs policiers ont pensé que le tueur pouvait être un des leurs. Cette hypothèse a même été soulevée par des journalistes et des écrivains. Mais il n'y a absolument aucune preuve concrète de ce côté-là. Alors j'ai gardé le meilleur suspect, enfin, je pense, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai donc gardé le meilleur pour la fin. Harold Jones est né dans une famille pauvre le 11 janvier 1906. Il quitte l'école à 14 ans pour pouvoir aider aux dépenses de la famille. Il va travailler dans un magasin d'huile et de graines. Tout va bien se passer jusqu'au 5 février 1921, où une petite fille de 8 ans, Freda Burnell, disparaît. Son corps est retrouvé le lendemain. Elle a été battue et étranglée. De nombreuses preuves accusent Harold Jones. Il est arrêté et un procès a lieu. Toute la population croit dur comme fer à son innocence. Son employeur d'ailleurs témoigne que Harold Jones était au magasin lors du meurtre. Il est donc acquitté et il reçoit une montre en or de la part de la population pour fêter son acquittement. 17 jours après sa libération, il enlève la petite Florence Little,
l'étrangle partiellement, la frappe à la tête et il l'égorge. Il a ensuite caché le corps dans le grenier, où il est découvert le lendemain matin par la police, qui bien sûr l'a tout de suite soupçonné. Cette fois, il est condamné à perpétuité, et il écrit une lettre où il avoue que c'était bien lui qui avait tué la première petite fille. Il n'avait que 15 ans. Inutile de vous dire que son employeur a dû plier bagage, car la population lui en voulait pour son faux témoignage qui a coûté la vie à une autre petite. Vous allez me dire pourquoi je vous en parle. Eh bien, ce sympathique jeune homme est libéré sur parole le 6 décembre 1941, à l'âge de 35 ans. Un psychiatre avait prévenu que c'était une très mauvaise idée car le risque de récidive était très important. Il a changé de nom après sa sortie de prison et il est allé vivre justement dans le coin où les crimes ont lieu. Son emploi de taulier lui faisait utiliser la fameuse peinture trouvée sur certains corps. Le tueur a stocké 4 décors. Jones avait fait de même avec une de ses petites victimes. Il avait également gardé des souvenirs des 2 petites filles. Il avait pris leurs mouchoirs. Jack the Stripper avait pris des dents. Le caractère sadique et sexuel des crimes sont également proches des meurtres des petits. Plusieurs experts actuels qui examinent ces crimes sont d'accord avec cette hypothèse. Toujours est-il que Harold Jones est décédé d'un cancer des os en 1971 et il a emporté ses secrets dans la tombe. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous qui est le suspect le plus probable. Alors, je vais vous parler de 2 livres. Comme toujours, liste très loin d'être exhaustive. Alors, il y a Exposing Jack the Stripper par Fergus Mason, sorti le 27 février 2019, et Jack the Stripper par Paul Sutton, sorti le 10 mai 2021. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura intéressé. À bientôt pour une nouvelle histoire.